Bonjour et bienvenue dans notre émission Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Rachida Saber. Rachida, bonjour. Bonjour Shlomi. Rachida, tu es nutritionniste, diététicienne. Tu travailles sur Enghien et j'ai pris connaissance, on a fait connaissance il n'y a pas longtemps pour pouvoir travailler ensemble à la fois dans le mental et dans la nutrition. Alors peut-être je vais te proposer de te présenter et puis on va parler de cette émission. De cette émission, le sujet sera la nutrition du point de vue des aliments que l'on doit manger, et puis également s'occuper de son mental, à la fois avec toi et à la fois un accompagnement en hypnose de ce que je fais, et un peu présenter aux auditeurs pourquoi est-ce que cette combinaison peut marcher et est efficace dans la réalité. Alors Rachida, la parole est à toi. Alors, je suis Rachida Saber, diététicienne nutritionniste. Donc, je suis devenue diététicienne nutritionniste par une reconversion professionnelle parce qu'à la base, je suis chirurgien dentiste de formation. J'ai été longtemps mère au foyer et j'ai travaillé un petit peu avec mon mari qui est orthodontiste. Et ensuite, j'ai décidé de reprendre ma vie en main, on va dire, et de refaire quelque chose que j'aime, puisque j'ai commencé déjà dans cet acheminement de une alimentation saine, choix des aliments déjà auparavant, et je voulais aller jusqu'au bout des choses et comprendre un petit peu le fonctionnement des aliments et de ce qu'on mange sur le fonctionnement de notre organisme. Donc, j'ai repris des études. Je suis passée par l'université de Créteil et j'ai passé un DUT en diététique. Et puis voilà. Et donc, aujourd'hui, j'ai travaillé ensuite un petit peu à l'hôpital et je suis installée effectivement à Enghien dans un cabinet paramédical. Très bien, donc c'est un parcours intéressant qui va aller de la bouche en tant que dentiste vers l'estomac, mais en fait quand on y pense, et peut-être que les gens ne savent pas et ne pensent pas, la digestion commence dans la bouche déjà. Effectivement, puisque dans la bouche, on a déjà la salive, des enzymes qui vont amorcer la digestion. Et donc, c'est important de mâcher et mâcher longtemps avant d'envoyer ces aliments-là vers l'estomac parce que on imagine bien que l'estomac n'a pas de dents, donc va travailler de façon chimique. Et c'est pour cette raison-là qu'il faudrait lui faciliter les choses et prendre le temps de bien mâcher ces aliments. C'est ça. Et quand je parle aux gens qui viennent me voir, je leur fais l'analogie d'un bébé qui n'a pas de dents et à qui on donne des aliments liquides au début, puis de la purée, donc déjà mâché pour pouvoir permettre à l'estomac de commencer et d'amorcer la digestion de manière beaucoup, beaucoup plus facile. Et c'est peut-être ainsi qu'il faut voir les choses, de mâcher comme si on était un bébé et on a ces dents-là pour ça. Et tout à fait, parce que de toute façon, vous remarquez que chez l'enfant, on commence par une alimentation liquide, semi-liquide. Ensuite, ça va changer de texture et jusqu'à arriver aux petits morceaux. Et ça coïncide beaucoup avec l'âge où il aura des dents, justement. Et c'est là où il va commencer à apprendre à mâcher. Et quand on remarque un enfant ou un enfant qui mange, donc on va voir qu'il garde longtemps l'aliment dans sa bouche et il va le mâchouiller plusieurs fois avant de l'avaler. C'est ça. Donc, c'est aussi un message pour les mamans ou les papas de ne pas dire à leur enfant « mange plus vite ». Parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut soi-même se rééduquer à manger plus lentement. Exactement, parce qu'instinctivement, on va manger, on va mâcher avant d'envoyer l'aliment vers l'estomac, mais c'est la vie stressante, les parents qui sont pressés, qui n'ont pas le temps avec l'enfant, qui vont forcer l'enfant à manger vite. Et c'est de cette façon-là qu'on apprend plutôt à avaler et ne pas mâcher, à squeezer cette étape de mastication. Et ça détraque l'estomac aussi, en fait. Bien sûr. Hein. Donc après, quand on mange vite, vous remarquez après qu'on est ballonné, on ne se sent pas bien, la digestion est beaucoup plus lente. Donc c'est pour cette raison que la mastication reste la première étape de la digestion. C'est ça, parce que en fait, le corps va pomper toute l'énergie de la personne pour digérer.
et on aura après le coup de barre. Et souvent, quand je donne des formations et que les gens vont manger à midi, je leur dis moins vous mangerez, plus vous aurez de l'énergie pour l'après-midi et vous n'aurez pas le coup de fatigue. Et ils ne comprennent pas que c'est vraiment ça. Moins on mange et plus on a d'énergie. Tout à fait, parce qu'en fait, il faut apporter à notre organisme juste dans ce dont il a besoin. Donc, on n'a pas besoin de manger beaucoup, on a besoin de ramener les bons nutriments pour pouvoir satisfaire ces besoins-là. Et après un repas bien équilibré, normalement, on ne devrait pas avoir ce coup de barre ou ce coup de pompe après le repas. Et on se sent bien parce qu'on a apporté de l'énergie et on peut continuer justement dans l'après-midi son travail et sa journée tranquillement jusqu'au repas suivant. Tout à fait. Donc, en fait, pour reprendre l'analogie de l'enfant, on va devoir bien mastiquer, bien prendre son temps parce que le cerveau va envoyer, ou plutôt l'estomac va envoyer un message de satiété quand il aura tout mastiqué finalement, mais ce sera déjà trop tard si on n'a pas mâché. Exactement. En fait, un repas... pour sentir la satiété, il faudrait que la durée du repas dure entre 20 et 30 minutes. C'est ça. Quand on mange en moins de 20 minutes, le cerveau n'a pas le temps d'enregistrer, puisqu'il y a une communication entre l'estomac et le cerveau, et cette communication ne se fait qu'au bout de 20 minutes. Pourquoi ? Parce qu'au bout de 20 minutes, il y a des hormones de satiété qui sont sécrétées et qui envoient les signaux donc, au cerveau. Donc l'estomac envoie des signaux, et c'est à ce moment-là où on se dit, là j'ai bien mangé, j'ai satisfait mes besoins, donc j'ai pas besoin de plus. C'est ça. Et ça veut dire que si on mange moins que 20 minutes, par exemple, on va manger en 10 minutes ou en un quart d'heure, et puis après, on va peut-être reprendre autre chose 30 minutes plus tard. C'est comme si, pour le cerveau, on n'avait rien à manger. En fait, si on mange moins de 20 minutes, déjà d'une part, on a tendance à manger beaucoup parce qu'on est pressé. Ouais. Exactement. Donc, on va manger beaucoup en quantité. On ne va pas apprécier ce qu'on a mangé. Et c'est surtout qu'après, on risque d'avoir faim 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures après. Alors que normalement, la digestion doit durer au moins 4 heures. Et pendant 4 à 5 heures, normalement, on n'est pas censé avoir faim et attendre le prochain repas. C'est ça. Donc, c'est important de se rééduquer. Pour apprendre à manger. Moi, je fais des séances de rééducation alimentaire pour apprendre à écouter sa faim, à manger, à poser sa fourchette entre chaque bouchée, à prendre des petites bouchées. Exactement. Et c'est compliqué avec les enfants aussi parce qu'eux, ils veulent engouffrer vite la nourriture, mais c'est aussi un problème d'éducation de base au départ. Mais les enfants marchent beaucoup par mimétisme. S'ils voient que les adultes mangent de cette façon-là, eux, ils vont manger de cette façon-là. Donc, si on ne leur donne pas le temps et on est tout le temps pressé et qu'ils voient que l'adulte devant lui, il ingurgite plutôt que mastiquer, il va faire pareil et ça devient quelque chose incontrôlable. Après, c'est enregistré dans le subconscient et on mangera comme ça de cette façon-là en pensant qu'on mange bien. Tout à fait. Il y a aussi un autre aspect pour continuer sur la comparaison avec l'enfant, c'est que comme un bébé, quand on lui donne à manger, une fois qu'il a mangé, comme il ne sait pas parler, pour dire qu'il n'a plus faim, il va régurgiter, il va stopper. Et donc, ça sera l'indication qu'il a mangé à sa faim. Et donc, aujourd'hui, on ne mange plus on mange quand on n'a pas faim et on ne s'arrête pas de manger quand on n'a plus faim. Parce qu'on a perdu ce mécanisme-là où on a été mal éduqué, où on a été éduqué à dire attention, il ne faut pas jeter, c'est péché ton assiette, il y a des petits qui meurent de faim dans le monde. Et donc on a toute cette éducation de culpabilité de ne pas manger, ne pas finir son assiette. Exactement, et cette éducation a engendré qu'on a refoulé nos sensations et en fait on ne s'écoute plus et on ne mange pas une fois qu'on a faim et on s'arrête à satiété. Donc
on est là, on regarde son assiette et on a envie plutôt de la finir au lieu d'écouter sa satiété et se dire à quel moment mon organisme il me dit stop. Donc, et à ce moment-là, on peut aller au-delà et c'est le rassasiement et c'est là où on se sent pas bien, où on est obligé d'ouvrir la ceinture, de se sentir un petit peu lourd après le repas. Et c'est pas ça la sensation de satiété, parce que la sensation de satiété, c'est une sensation de bien-être, de dire que j'ai bien mangé, je me sens bien et j'ai pas envie d'en manger plus. C'est ça, et c'est une rééducation à faire. Enfin, moi, je m'en rends compte dans le mental, en tout cas, où il faut réapprendre aux gens à écouter leur estomac. Ben, tout à fait, parce que c'est réapprendre de nouvelles habitudes alimentaires et ça, forcément, on a besoin de se faire aider parce que ça se passe dans le cerveau, donc il faudrait déprogrammer certaines habitudes pour pouvoir laisser la place à d'autres habitudes beaucoup plus saines et qui prennent en compte les sensations, nos sensations de faim et de satiété pour qu'on puisse justement se nourrir normalement et pas de cette façon-là où plutôt on se remplit que on se nourrit. Tout à fait. Donc, en fait, quand on parle de ça, c'est ça le sujet de l'émission, c'est que on va pas seulement s'occuper et on verra dans la deuxième partie de l'émission, de qu'est-ce qu'il faut manger, mais là, on parle vraiment de la manière de manger. La manière de manger, c'est aussi reprogrammer son cerveau, reprogrammer son éducation. Et c'est ce que moi, de mon côté, je fais. Toi, je ne sais pas exactement comment tu travailles pour cette reprogrammation, mais en hypnose, ça marche très bien et les gens se rendent compte ils prennent conscience de ne plus manger comme ils mangeaient avant et de se rééduquer, de se reprogrammer, comme tu as dit. Et ça, c'est important de faire ça. Nous, en tant que diététiciens, on parle beaucoup aujourd'hui de l'alimentation en pleine conscience. Oui. C'est-à-dire qu'on essaye de dire aux patients d'être présents au moment de manger. Il faut enlever tout moyen de distraction, donc on ne peut pas manger en regardant la télé ou manger alors qu'on a tous nos smartphones à la main. Donc c'est sûr que le cerveau est occupé par autre chose et en même temps on essaye de se nourrir. Donc il n'est pas complètement connecté à ce qu'on est en train de faire et la première fonction vitale c'est de se nourrir, c'est pas de regarder son smartphone. Donc, c'est pour ça qu'on leur dit d'essayer de manger et d'apprécier et d'être présent au moment du repas, manger en pleine conscience. C'est ça qui va nous aider à suivre toutes les étapes de la digestion, de faire attention à la mastication, d'apprécier ce qu'on est en train de manger, de goûter, de faire intervenir tous ces sens pour pouvoir justement apprécier ce qu'on est en train de manger et puis se rappeler après. Parce que des fois, on peut demander à quelqu'un qu'est-ce que vous avez mangé ce matin ou qu'est-ce que vous avez mangé hier? Je ne sais pas. C'est ça. Et donc, on perd cette connexion avec la nourriture. Il y a une expérience qui avait été faite, je pense que c'est aux États-Unis, où ils ont demandé à quelqu'un de prendre un gros bol de popcorn, comme on le voit au cinéma. Et puis, au bout de quelques poignées, il n'en pouvait plus, il était écœuré. Le lendemain, ils l'ont invité au cinéma, ils lui ont donné le même bol de popcorn, et pendant le film, il a tout dévoré, il a tout englouti. Parce qu'il ne s'est même pas rendu compte qu'en fait, qu'il mangeait. Et il a terminé ce bol de popcorn. Et bien voilà, donc ça veut dire qu'au moment où il mangeait, il n'était pas conscient. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors c'est intéressant cette histoire de manger en pleine conscience. Alors bien sûr, il faut manger en pleine conscience. Et puis moi, je travaille sur l'inconscient, donc pour programmer pour qu'on mange de manière inconsciente bien. Tout à fait. Bien de manière inconsciente. Bien sûr, pour être en pleine conscience, je pense qu'il va falloir, ou il faudrait au moins intervenir sur le subconscient et aller déprogrammer, parce qu'on peut faire attention à un certain moment. À un moment T, on va dire, allez, à midi, je vais me déconnecter, je vais bien manger. Mais si on ne fait pas attention à ça régulièrement, on peut tout de suite revenir à ce qui se passait avant et remanger sur le repas suivant de façon aléatoire comme on le faisait d'habitude et ingurgité, parce que c'est dans la répétition que ça va venir et dans le fait de reprogrammer ça de façon pour que ça puisse perdurer sur le temps.
C'est ça. Mais tu vas te faire des ennemis, hein. Les gens, ils doivent éteindre leur portable, éteindre leur télévision, et puis après, ils n'ont plus rien à se dire, les pauvres, à table. Ah, si, on peut parler à table. On peut parler. Justement, ça nous permet de poser la fourchette et le couteau pour pouvoir échanger et reprendre une autre bouchée. C'est comme au restaurant. Quand on est... Sauf qu'aujourd'hui, c'est vrai que même au restaurant, ça a changé, puisque dans les moments d'attente, on prend son téléphone et on est tous sur le téléphone. C'est horrible. Donc, voilà. On a perdu la connexion humaine, en fait, et la connexion aux choses naturelles, comme manger, normalement. On a perdu tout ça à cause de l'électronique et de la communication électronique, finalement. Oui, en fait, il faudrait juste savoir faire bon usage et les utiliser au moment opportun, parce que je pense qu'au moment des repas, on n'est pas obligé d'avoir son téléphone sur soi et le plus important, c'est d'apprécier le repas qui est devant nous, de penser comment nos aliments ont été préparés et comment elles ont pu arriver dans notre assiette. Donc, je pense que c'est important. Est-ce que c'est des aliments, des produits locaux? Est-ce que c'est des produits de saison, des légumes de saison? Faire attention à toutes ces choses-là, c'est important et en même temps, ça nous permet justement de se connecter complètement à son assiette. C'est ça. Est-ce que la personne qui les a préparés avec bon cœur et a mis des bonnes ondes et des bonnes énergies, ou bien c'est un aliment industriel qu'on a acheté en barquette au supermarché? Donc plein d'additifs, de colorants, d'acides gras saturés. C'est ça. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet dans notre deuxième partie. Mais donc ici, lorsqu'on examine rien que le fait de reprogrammer ça, si quelqu'un se reprogramme à mâcher correctement, à manger en 20 à 30 minutes. Moi, j'ai des gens, je leur demande, mettez une montre devant vous et 30 minutes. Je crois qu'au départ, ça peut aider, effectivement. Et donc, puisqu'on est ici sur un programme minceur, est-ce que rien qu'en faisant ça, on va arriver à mincir de son poids? Alors, je crois que le poids, le surpoids ou l'obésité en général, c'est un problème. Donc déjà, aujourd'hui, il faut dire que l'obésité a été reconnue par l'OMS comme une maladie. Donc, on peut pas dire... on peut pas le négliger, on peut pas dire que c'est juste quelqu'un qui a trop mangé pour devenir... à cette façon, oui, en surpoids ou pour être la personne qu'il est aujourd'hui. Donc c'est pour ça que nous, les diététiciens, on travaille vraiment sur... on n'est pas des amaigrissologues, donc on va vraiment prendre la personne dans sa globalité et essayer de comprendre pourquoi il y a aujourd'hui ce surpoids ou cette obésité. Donc, parce que des fois, ça peut être lié à plusieurs maladies, à des pathologies. Ça peut être connaître aussi l'histoire de ce poids-là, c'est très important. Et pouvoir aider cette personne-là et l'accompagner au mieux pour qu'elle puisse se débarrasser de ces kilos qui se sont installés au fur et à mesure des années. Et des fois, on ne s'est même pas rendu compte. Et ces choses-là, on se réveille un jour et on dit, là, sur la balance, ça va pas, ça commence à être... Donc voilà, c'est une prise en charge globale et je pense que quand on entame un processus de perte de poids, il faudrait, c'est important de s'appuyer sur plusieurs piliers, entre autres 4 piliers qui sont importants. Déjà, il y a le rééquilibrage alimentaire, donc voir comment cette personne-là se nourrit. Est-ce qu'elle se nourrit correctement? Est-ce qu'elle a elle apporte à son organisme tous les vitamines, les minéraux et tous les nutriments dont il a besoin. Est-ce que cette personne-là fait de l'activité physique? Parce que le deuxième pilier, c'est l'activité physique quand même. Le troisième pilier, c'est le sommeil. Est-ce que la personne dort bien?
Est-ce que son sommeil est réparateur? Parce que c'est important. Quand on ne dort pas beaucoup ou quand les nuits sont courtes, eh bien, il y a un déséquilibre dans les hormones de faim et de satiété. On a plus de sécrétion de ghrelin et la leptine, elle est diminuée. La leptine, c'est l'hormone qui coupe la faim. Et puis le quatrième pilier, c'est l'état émotionnel. Donc il faut savoir, est-ce que cette personne-là, quand elle a des contrariétés, elle va vers les aliments, donc elle va manger les aliments qui sont censés lui procurer du plaisir. Et surtout aussi de voir si cette personne-là ne se fait pas des régimes trop restrictifs qui créent de la compulsion aussi, parce que qui dit trop restrictif dit être dans le contrôle en permanence, et le cerveau n'aime pas être dans le contrôle en permanence, donc à un moment ou à un autre, il y a un craquage, il y a des compulsions, et c'est ça qui fait que le poids s'accumule. On peut perdre du poids, mais on va le reprendre aussi facilement parce qu'il y a toutes ces choses-là à prendre en compte avant de dire que je veux perdre du poids. Tout à fait. Rachida, c'est très intéressant et on va parler justement de ces 4 piliers dans le détail dans la deuxième partie de notre émission. On va prendre une petite pause musicale. Merci beaucoup d'être avec nous. Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. Nous sommes avec Rachida Saber. Rachida, merci d'être avec nous. Merci à toi, Shlomi. Alors, on parle de la nutrition, des habitudes à reprendre, à se réhabituer, à se reprogrammer à manger. Et on parlait juste en début d'émission des 4 piliers. Alors, peut-être que tu peux nous rappeler les 4 piliers et on va essayer d'aller dans le détail de ces 4 piliers pour expliquer un peu comment on peut faire pour mieux s'alimenter et automatiquement arriver à un poids santé, arriver à une santé holistique, globale, à la fois psychique, émotionnelle, mais aussi corporelle, qui va être donc d'avoir une bonne hygiène de vie finalement, en tout, n'est-ce pas? Moi, je dirais que pour réussir une perte de poids et pour que celle-ci puisse durer dans le temps, il est important de prendre en compte les 4 piliers qui sont le rééquilibrage alimentaire, l'activité physique, le sommeil et l'état émotionnel. Très bien. Alors, on va commencer par le rééquilibrage alimentaire. Donc, le rééquilibrage alimentaire, en fait, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les gens ne savent plus comment manger, ni quoi manger. Il faut savoir qu'on mange pourquoi on mange aujourd'hui. Et on mange déjà d'une part pour survivre et d'autre part, c'est pour apporter à notre organisme ce dont il a besoin pour bien fonctionner. Donc, il a besoin de macronutriments que vous avez déjà entendu, les glucides, les lipides et les protéines, et de micronutriments qui sont les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. Donc, à partir de là, notre assiette doit être composée avec tous ces aliments-là qui sont sources de ces nutriments pour pouvoir satisfaire nos besoins et puis pour que notre organisme puisse fonctionner, comme je l'ai dit tout à l'heure, correctement. Tout à fait. Donc, ça veut dire qu'il y a des aliments qu'il vaut mieux éliminer de son programme alimentaire aujourd'hui, les aliments qu'on trouve ou que les gens en tout cas vont aller prendre de manière maintenant naturellement. Et je pense notamment à tout ce qui est gâteaux, biscuits, chocolat en grande quantité, sucreries, bonbons qui font qu'on a un apport en sucre et en éléments chimiques qui est dévastateur pour le corps, qui n'arrive pas à assumer. Alors, tous ces aliments-là que tu viens de citer ne sont pas vraiment des aliments qui vont apporter quelque chose à notre organisme, puisque quand on regarde la pyramide alimentaire, ils sont tout en haut de la pyramide, ils prennent une toute petite place, on les considère comme des aliments plaisir, et ce qui veut dire des aliments plaisir, c'est-à-dire à manger occasionnellement. Malheureusement, aujourd'hui, effectivement, dans notre société où tout est en abondance, donc il n'y a plus cette
raison occasionnelle d'attendre de manger un bon gâteau ou d'apprécier du chocolat. Donc on va avoir ça à disposition tout le temps. Quand on a envie de manger un gâteau, on passe devant une boulangerie et on le prend et on ne va pas se priver. Alors l'équilibre alimentaire, c'est pas ça. C'est de manger varié tous les jours, des fruits et des légumes de saison, des produits locaux, non transformés, et qu'on prendra le temps nous-mêmes à les transformer dans notre cuisine en préparant des mets délicieux pour les partager et les goûter avec la famille, les amis ou les gens qu'on aime. C'est un beau programme, hein, c'est idéal comme situation. C'est vrai que c'est beau et c'est magnifique. Après, il faut savoir que tout ce qui est facile, c'est-à-dire tout ce qui est transformé, n'est pas forcément bon pour la santé. C'est ça. Donc, on ne sait pas ce qu'on mange. C'est bourré d'additifs, d'exhausteurs de goût, de colorants, d'arômes artificiels. Donc tout ça, c'est fait dans des laboratoires, c'est transformé dans des laboratoires et c'est pas fait d'une façon naturelle. Et donc tout ce qui n'est pas naturel, tout ce qu'on va apporter à notre organisme, c'est des toxines en plus où lui-même, il doit passer du temps à se détoxifier et arriver, il va le faire d'une façon naturelle au départ, mais à un moment, on est en train de puiser sur nos organes et leur demander de fonctionner plus que leur régime habituel. C'est ça. Et donc, quand tu dis puiser sur les organes, ça veut dire que les organes vont utiliser beaucoup de ressources pour se purifier, parce que le corps et l'être humain est bien fait pour essayer de désintoxifier, comme tu as dit. Et quand on va puiser, on va s'épuiser. Exactement. On va épuiser notre organisme. Le foie surtout, parce que le foie, c'est notre centrale métabolique et c'est lui qui va faire cette fonction-là de détoxification qu'il fait naturellement très bien. Mais à force de l'engorger et de manger des choses transformées, à un certain moment, eh bien, cet organe-là va être fatigué, va plus pouvoir travailler comme il faut. Et c'est là où on risque de développer des maladies comme la stéatose hépatique. C'est le foie gras dont on parle aujourd'hui. Ouais. Et ce foie gras, eh bien, il est gras pourquoi ? Parce qu'on a consommé beaucoup de soda, beaucoup de sucreries qui font que ces sucreries-là se transforment en triglycérides, en gras, qui va se déposer sur le foie et qui va l'engorger et l'empêcher de faire ses fonctions. Comment est-ce qu'une personne peut savoir, comme cela, juste à vue d'œil, sans faire d'examen sanguin, qu'elle a un foie gras ? Alors, on peut, je pense qu'il y a des symptômes, peut-être une mauvaise digestion. Après, on a de la graisse abdominale aussi, qui peut être un signe. Et ensuite, il va falloir pousser, parce qu'à un moment ou à un autre, cette personne-là va développer un symptôme qui va la renvoyer vers un médecin. Et c'est à ce moment-là, en faisant des analyses et en poussant les choses un petit peu plus loin, on va découvrir qu'il y a une stéatose hépatique. Est-ce qu'il y a une fatigue chronique, par exemple, qui s'installe ? Ah oui, bien sûr, il peut y avoir une fatigue chronique, effectivement. Insomnie Insomnie, mauvaise digestion, se lever le matin, on a des fois des cernes sous les yeux, donc on se sent déjà fatigué dès le matin, des nausées aussi, des fois, ça, on peut se lever le matin où on a des nausées. Donc il y a plusieurs symptômes qui peuvent être liés à ce syndrome-là. C'est ça. Donc l'engorgement de sucre, sans compter aussi le diabète les de type 2 aussi. Oui, c'est ça. Donc il n'y a pas que la stéatose, il y a aussi le risque de développer du diabète de type 2. Et le diabète, aujourd'hui, c'est une maladie chronique et même chez les enfants, on risque ils commencent à le développer très tôt. C'est ça, dû à cette très très mauvaise alimentation que l'on prend. Exactement. Cette alimentation transformée et trop sucrée. C'est ça.
Et est-ce que tu peux nous donner, par exemple, un menu idéal d'une journée, par exemple, une journée idéale? Bien entendu, chacun, on va l'adapter à chaque personne, mais idéalement, on est ici à la radio, donc on parle un peu à tout le monde. Idéalement, qu'est-ce qu'on devrait mettre dans son assiette et qu'est-ce qu'on ne devrait jamais mettre? Alors le matin, partant du principe où à chaque repas, il faut avoir des aliments sources de protéines, des aliments sources de glucides, parce qu'il ne faut pas oublier que les glucides, ce sont notre carburant, des aliments sources de lipides, c'est-à-dire de la matière grasse, et avec des vitamines, des minéraux. Le matin, au petit déjeuner, on peut très bien prendre du lait ou un laitage. Donc, ça peut être un yaourt, un fromage blanc, du fromage tout court, avec du pain aux céréales, du pain. Alors, évitez le pain blanc parce que le pain blanc, c'est pareil. Donc, c'est considéré comme un sucre rapide. Quand on le mange, il fait lever la glycémie aussi rapidement. Donc, plutôt du pain complet, des pains aux céréales. La matière grasse, on peut mettre du beurre le matin. Le beurre est très bon pour la santé. Il est riche en vitamine A. Donc, c'est une bonne matière grasse. Il ne faut pas en abuser, mais c'est une matière grasse qui est importante, qui a toute sa place dans notre alimentation. Donc, plutôt le matin. On peut manger des fruits. Le matin, un fruit. Et voilà, donc partir de ce principe-là. Après, ça peut être un petit déjeuner salé. On peut manger des œufs le matin, du fromage avec du pain, comme j'avais dit, un fruit. Alors, évitez les jus de fruits, parce que c'est pareil. Les jus de fruits, quand on a fait un jus, on a enlevé tous les bienfaits du fruit, qui sont les fibres. Et donc, dans ce jus de fruits, on va absorber que le sucre. En même temps, pour faire un jus de fruits, un verre de jus de fruits, on va utiliser 2 à 3 fruits, alors que quand on mange un fruit, on n'en mange qu'un seul. Et donc, on n'a pas du tout la même quantité de sucre qu'il y a dans un jus de fruits et dans un fruit. C'est ça, parce qu'on rentre alors dans une hyperglycémie à cause du jus d'orange qu'on voit sur les publicités idéales. Et aujourd'hui, effectivement, et qu'aujourd'hui, les petits déjeuners sont très sucrés. Et le matin, on donne aux enfants des petits déjeuners sucrés. Et c'est pour ça qu'à 10 heures, les enfants ont des fringales et qu'à la cour de récréation, ils ont envie de manger encore quelque chose. Et en général, c'est du sucre, encore du sucre. C'est les biscuits et les gâteaux. Alors, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi. Personnellement, quand je vois quelqu'un, je leur demande s'ils ont faim au petit déjeuner. Et la plupart des gens, les 99% me disent non, ils n'ont pas faim. Et donc, je leur dis, vous allez écouter votre faim et donc vous ne mangez pas au petit déjeuner puisque vous n'avez pas faim. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Rachida? Oui, bien sûr qu'il faut écouter, c'est ce qu'on avait dit au début de l'émission, c'est qu'il faut écouter ses sensations. Il y a des gens qui vont se lever le matin, qui ne prennent pas de petit déjeuner et qui n'ont aucun problème à commencer leur journée et ça ne va pas les empêcher de se concentrer, de travailler. Maintenant, il faut savoir pourquoi on n'a pas faim le matin. Est-ce que parce qu'on a trop mangé la veille? Est-ce qu'on a exagéré? Est-ce que le repas de la veille était trop lourd et du coup ça a fait que la digestion elle est trop lente et que le matin on se lève, on n'a déjà pas faim? Est-ce qu'on se lève le matin, on a des nausées? Maintenant, si quelqu'un n'a jamais déjeuné et ne déjeune jamais le matin, c'est pas un problème. C'est ça. Donc après, il va prendre une collation s'il a besoin un petit peu plus tard, ou alors si cette personne-là peut attendre jusqu'au déjeuner, elle pourra attendre jusqu'au déjeuner. Tout à fait. Très bien. Et donc, au déjeuner, quand la personne aura faim, alors qu'est-ce que tu conseilles de prendre au déjeuner, un repas équilibré, c'est simple. Il faudrait, dans son assiette, la moitié de l'assiette doit être composée de légumes. Ensuite, l'autre moitié, on va la diviser en 2. Et il y a une partie qui est pour la viande, le poisson ou les œufs.
et ce sont les aliments qui sont source de protéines, on en a besoin. Donc les protéines, ça nous permet, c'est les bâtisseurs de notre corps, donc ça nous permet de construire nos muscles. Et puis ça rentre dans tous les enzymes qui rentrent dans les réactions métaboliques dans notre corps. Donc on a besoin de protéines, notre organisme a besoin de protéines. Et ensuite, l'autre partie, c'est le reste, c'est de mettre des féculents. Donc, les féculents, ce sont ce que tout le monde connaît, les pâtes, le riz, la pomme de terre, hein, les céréales. Le mieux, c'est d'aller vers des choses complètes ou semi-complètes parce que c'est toujours ce rapport aux fibres et que les fibres ont leur rôle dans la digestion puisqu'ils ralentissent l'absorption des glucides et des matières grasses pendant le repas. Ensuite, pour finir un repas, on a besoin d'un produit laitier, donc un morceau de fromage et un fruit frais ou une compote sans sucre ajouté. Donc voilà. Très bien. Alors, personnellement, là, je vais mettre un peu mon grain de sel, si tu veux. Dans ce que j'ai compris, sans être moi-même nutritionniste, hein, c'est de ne pas prendre de sucré à la fin du repas et ne pas prendre de fruits parce que justement, le fruit va fermenter après tout ce repas et va s'alcooliser dans l'estomac et qu'il vaut mieux prendre ce fruit soit bien après, soit bien avant le repas plutôt que de terminer comme dans la culture française où on prend l'entrée, repas principal, fruit. Mais ce fruit, justement, il n'est pas très bon pour la digestion en fin de repas parce qu'il est plein de sucre et ces sucres-là va pas faciliter la digestion. Est-ce que tu es d'accord, Rachida? Non, je ne suis pas d'accord sur ça. Je pense que c'est des idées reçues et que le fruit, il a toute sa place à la fin du repas justement puisque quand on a mangé un repas équilibré avec des protéines, avec de la matière grasse et avec des légumes, justement, le fruit, il est lui-même riche en fibres. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on le mange à la fin d'un repas, il est absorbé lentement et le sucre, c'est le sucre du fruit, donc ça ne fait pas monter la glycémie. Alors que si on le mangeait un petit peu plus tard, tout seul, de façon isolée, là, on peut avoir un pic de glycémie qui correspond au sucre du fruit. Donc non, il a toute sa place à la fin du repas, d'autant plus que le fruit est riche en vitamines, en minéraux et en oligo-éléments. Donc, et puis cette histoire de fermentation, il faut savoir que dans notre estomac, la fermentation existe puisque le pH de l'estomac est très acide et il a besoin d'être acide justement pour assimiler et digérer les aliments. Donc le fruit va être digéré en même temps que tous les autres aliments. D'accord, tout simplement. Rachida. Très bien. Donc on est d'accord sur ça. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce pilier de rééquilibrage alimentaire? Et puis le soir, puis on arrive au soir. C'est la même composition, donc plus légère. Plus légère. Après, le soir, il faudrait favoriser plutôt les protéines d'origine végétale, donc toutes les légumineuses. C'est bien les lentilles, les flageolets, les haricots. Donc ces choses-là sont... c'est des glucides, mais contiennent moins de glucides que les pâtes, le riz. Ensuite, pour les gens qui n'aiment pas trop manger la viande, c'est très bien parce que ce sont des aliments aussi riches en protéines. Et puis le soir, effectivement, donc favoriser un repas beaucoup plus léger pour justement favoriser un bon sommeil derrière. Très bien, ce qui va nous amener, on va peut-être pas passer à ça, au pilier du sommeil ou pas. On va voir, on va parler de ça juste après la pause musicale. Merci beaucoup Rachida. Prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. Nous sommes avec Rachida Saber et nous parlons des piliers du bien-être, finalement du bien-être humain, pas seulement dans la nutrition. Donc on a parlé du premier pilier qui est le reprogrammage alimentaire, rééquilibrage alimentaire, pardon. Et puis, on parle donc du sommeil, éventuellement le pilier du sommeil ou le pilier de l'activité physique. Et il y a le pilier émotionnel. Alors, l'activité physique, Rachida. L'activité physique, elle est très importante puisque c'est un facteur fondamental de protection de la santé. Donc, sa diminution dans les sociétés industrialisées était la cause
Et elle joue un rôle fondamental et un rôle majeur dans l'obésité et le développement des maladies cardiovasculaires et certaines maladies chroniques. Donc, c'est pour cette raison que le sport a plusieurs bienfaits. Donc, grâce au sport, on va améliorer l'activité cardiaque, la circulation sanguine, on va augmenter la masse musculaire, diminuer la masse grasse. L'activité physique donne aussi un sommeil réparateur. Elle réduit les symptômes de la dépression et de l'anxiété chez certaines personnes. L'activité physique aussi réduit les risques du diabète de type 2, de l'hypertension artérielle et prévient de certains cancers. Donc, il est recommandé de faire 30 minutes de sport ou d'activité physique adaptée par jour ou alors 3 heures par semaine. À chacun d'adapter ça en fonction de son emploi du temps. Voilà, donc ça fait un beau programme parce que également l'activité physique, ça va permettre de produire des endorphines, donc des hormones de bien-être qui vont permettre au corps de se relaxer et d'avoir plus d'énergie également. Oui, c'est pour ça que ça diminue le stress également. Donc l'activité physique diminue le stress grâce justement à la sécrétion de ces endorphines. Mais pas que, puisqu'elle améliore justement les fonctions vitales, l'activité physique. Et puis, si la circulation sanguine est améliorée, tous les autres organes puissent fonctionner normalement et leur fonction est améliorée aussi. C'est ça, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, dans notre société, où les gens la plupart des gens en tout cas, sont derrière des bureaux, derrière des ordinateurs, et ne marchent pas beaucoup, sont métro, voiture, assis, couchés. Sédentarité. Sédentarité complète. Et donc, on n'est pas fait pour ça. On est fait pour marcher, on est fait pour bouger, on est des êtres avec des postures debout et pas pour rester assis et couché tout le temps. Et donc, ça entraîne toutes ces maladies cardiovasculaires parce que le corps ne bouge plus finalement. Exactement, parce que nous sommes des mammifères qui ont besoin de bouger pour être en bonne santé. C'est ça. Donc, il faut prendre conscience ne fût-ce que faire une marche de 30 minutes par jour, c'est très important, quelle que soit son activité. Après, si on va à la salle de sport... Aller faire ses courses à pied, garer sa voiture un petit peu loin et marcher pour aller à son rendez-vous, prendre le métro et sortir du métro et marcher à une station un petit peu avant pour aller à son travail. Donc, tout ça fait que dans la journée, avec son podomètre, on peut voir le nombre de pas qu'on fait et ça fait de la marche. Tous les téléphones ont maintenant cette fonctionnalité. C'est pas mal avec le rythme cardiaque, etc. Donc, important de prendre ce pli-là, de marcher, quel que soit son âge, finalement. Tout à fait. Et l'activité physique commence chez les enfants, puisqu'on leur apprend à bouger. Ils bougent d'eux-mêmes, mais c'est bien de les encourager. Et c'est ce qu'on fait, on essaye de faire, de les inscrire à des activités extrascolaires, mais encourager aussi l'activité au sein de l'école. Et les week-ends, les faire sortir et ne pas les laisser devant des tablettes ou des jeux vidéo des week-ends entiers et que l'enfant ne va pas bouger. Et justement, c'est ça qui le rend un petit peu plus excité, plus nerveux le soir, alors qu'on peut très bien sortir, aller prendre son vélo, prendre de l'air. Tout à fait. Et même quand il ne fait pas beau, c'est une occasion aussi de sortir et de contempler la nature et de respirer un air frais. Ouais, c'est indispensable. On va passer au troisième pilier. Le troisième pilier, c'est le sommeil. Donc, c'est important d'avoir un sommeil réparateur parce que c'est pendant le sommeil qu'il y a plusieurs fonctions. Le corps se répare. Il y a toutes les sécrétions hormonales qui se font pendant le sommeil. En l'occurrence, l'hormone de croissance se fait pendant le sommeil. Donc, et c'est elle qui va réguler un petit peu la majorité de notre métabolisme. Et puis, dormir, ça permet une réparation physique, psychologique et intellectuelle. Donc, pendant le sommeil, on mémorise aussi tout ce qu'on a fait dans la journée. Et on a remarqué qu'il y a eu une étude de 2017 qui a remarqué que les personnes qui ne dormaient pas suffisamment, donc prenaient plus de 400 calories
par jour qu'une personne qui dort bien. Donc, d'où l'intérêt de bien dormir, et c'est parce que aussi ça dérègle les hormones dont on a parlé tout à l'heure, c'est les hormones de satiété et de faim, la gréline et la leptine. Donc la gréline, elle est plus sécrétée quand on ne dort pas suffisamment, et la leptine, elle est moins sécrétée, et c'est pour ça que les gens qui des fois travaillent la nuit ou après une nuit courte ou une nuit perturbée, on a plus des envies de manger du gras ou du sucré. C'est ça. Donc, c'est vraiment une hygiène de vie indispensable. Et puis aussi, quand on reparle de l'activité physique, plus on va se dépenser pendant la journée, mieux on va dormir. Exactement, et tout à fait. Moins on va se dépenser et moins on aura de l'énergie aussi. Donc, on sera encore plus fatigué si on reste sur son canapé que si on va se dépenser dehors. Et donc, on va moins bien dormir aussi. Donc, c'est un cercle vicieux, en fait. Exactement. On est entraîné dans un cercle vicieux d'une hygiène de vie exécrable. Tout à fait, exactement. Alors, on part sur le 4e pilier, parce qu'on arrive bientôt à la fin de notre émission. Qui est un pilier aussi important. Oui. Mais je pense que toi, tu es plus concerné par ce pilier-là, parce que c'est l'état émotionnel. Et il faut dire qu'aujourd'hui, on mange aussi... on a des envies de manger émotionnelles. Et ça, c'est tout à fait naturel. Ça permet la réparation chimique par la sécrétion de la dopamine au contact du plaisir de l'aliment. Donc, on peut avoir une contrariété, un état émotionnel parce qu'on a un moral qui en baisse, et donc on a cette envie d'aller manger qui est inexpliquée. Et le plus important, en fait, comme elle est tout à fait naturelle, c'est pas la peine de culpabiliser par rapport à ça, mais le plus important, c'est de pouvoir justement bien les déterminer, ces états ces envies de manger émotionnelles, pour pouvoir justement les accepter, ces émotions-là, et pouvoir passer à autre chose, parce que quand on les refoule, et l'envie de manger reste là, et elle va se répéter tant que le problème n'est pas résolu. Tout à fait, c'est ça, absolument, absolument. Tu as raison, Rachida. C'est vrai que, en fait, moi je dis, on se fait manger par ses émotions, ou bien on mange ses émotions, et donc on est submergé par ces émotions désagréables qui font qu'on va se jeter sur la nourriture et ne pas plus pouvoir se contrôler parce qu'on a un mal-être en amont. Exactement. Et qu'il faut régler. Donc la première chose que je fais quand je vois quelqu'un, c'est sa source de stress, sa source émotionnelle, et on va régler ça d'abord. Donc comme ça, il n'y a plus cette pulsion alimentaire. Et puis après, on va régler la nutrition avec toi, évidemment. Et on arrive, et c'est très important de le faire, donc je m'occupe du mental aussi, des émotions, de la gestion de ces émotions, pour arriver à cet équilibre total d'une bonne hygiène de vie. Et puis nous, on arrive aussi à la fin de notre émission. Alors, d'une part, je voudrais te remercier pour tout ce que tu nous as appris aujourd'hui. Et aussi... Merci à toi. Non, mais avec plaisir. Et aussi, peut-être que tu peux dire aux auditeurs où est-ce qu'on peut te trouver, comment est-ce qu'on peut te contacter pour les gens qui voudraient prendre rendez-vous avec toi. Alors, moi, je suis installée à Enghien, comme je l'ai dit, au 60 rue de la Coussée. Et puis, je suis sur Doctolib. Donc, c'est facile de prendre rendez-vous aujourd'hui sur Doctolib. Super. Voilà, avec mon nom et mon prénom que Shlomi avait déjà annoncé tout à l'heure. Merci beaucoup. Et bien, pareillement également, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi sur Doctolib, je vous rappelle que cette émission a lieu tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois, qu'elle sera retransmise sur YouTube également. Et je remercie Philippe à la technique. Merci beaucoup, Philippe. Et merci, Rachida, pour cette belle émission. Merci à toi aussi, Shlomi. Merci à nos auditeurs. Et auditrices. Auditrices à aussi. Bientôt.